Maïline, vous êtes juriste, vous avez fait Saint-Cyr, vous avez embrassé ensuite une carrière militaire, vous avez été officier du renseignement militaire, et puis vous avez fondé votre cabinet Prisme Intelligence, et vous publiez Dans l'ombre de la décision, le renseignement d'affaires comme arme stratégique. Est-ce que dans les entreprises que vous conseillez, vous constatez aussi ces absurdités, ces process qui finalement alourdissent l'entreprise, «l'empâtent» en fait, entre guillemets? Bien sûr, tous ces process vont alourdir la prise de décision et notamment la prise de décision stratégique. Alors ça, vous le voyez. Alors, je rappelle que quand même, vous avez un parcours dans le renseignement militaire. Vous décidez de monter votre entreprise de conseil. Euh, Vous arrivez armé de ce bagage militaire, entre guillemets. Euh, avec quelle vision, quelle leçon finalement, avec quel bagage vous arrivez dans le monde de l'entreprise? Alors j'arrive avec le bagage qui est le suivant, c'est que l'anticipation, c'est la clé. Ouais. Dans le monde de l'entreprise, mais comme dans le monde militaire, ça on l'apprend dès tout petit, mais dans le monde de l'entreprise, l'anticipation des enjeux, des risques, des menaces, ça c'est la clé pour l'entreprise. Ouais, et vous voyez alors, est-ce que vous trouvez que, justement, les dirigeants d'entreprise en France, bah, n'anticipent pas assez, sont presque trop naïfs, finalement? Mais c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un problème de culture. C'est une question de culture du renseignement, culture du risque, culture de l'anticipation des menaces dans l'entreprise. Et cette absence de culture dans la vie et dans la vie de l'entreprise, de la vie du dirigeant, bah, ça va entraîner des vulnérabilités, des failles où là, bah, évidemment, la menace va s'immiscer au risque de menacer l'entreprise. Est-ce qu'il y a un problème français? C'est-à-dire que vous dites: «Aucune, politique d'intelligence, économique n'existe en France». Est-ce qu'il y a des pays, au contraire, qui sont, à la pointe du renseignement économique? Bien sûr, on va prendre l'exemple des États-Unis, par exemple, où là, l'État a travaillé fortement au service des entreprises pour instaurer une culture du renseignement, une culture de l'anticipation auprès des entreprises, a créé des think tanks, intervient dans les écoles pour venir former les décideurs, les dirigeants de demain et s'acculturer à cette culture du renseignement. Finalement, l'État américain a investi énormément pour pouvoir permettre à ces dirigeants et décideurs de demain de pouvoir être armés pour faire face à cette guerre économique qu'on traverse. Alors vous préférez parler d'ailleurs de renseignement d'affaires plutôt que d'intelligence, économique. Évidemment, c'est quelque chose, quand j'ai commencé dans l'intelligence économique, j'ai eu du mal à définir ce qu'était l'intelligence économique et j'ai trouvé que dans un contexte de guerre économique, celui qu'on traverse aujourd'hui, le mot renseignement, comme dans une guerre létale, comme dans une guerre mondiale, le renseignement existe et donc le dirigeant doit s'armer avec ce qu'on appelle le renseignement d'affaires. Alors, vous écrivez que certains dirigeants perdent des marchés parce que, en gros, il y a un côté où finalement ils ne veulent pas savoir. Où, finalement, on a l'impression qu'il y a une sorte de résistance, à l'information. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas faire l'effort, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face? Est-ce que c'est un problème d'ego parce que, on est convaincu que les convictions, c'est ça qui va vous mener loin? Mais c'est difficile pour un dirigeant de savoir ce qu'il ne sait pas et de pouvoir grandir avec cette nouvelle culture qui doit être instaurée parce que la guerre économique aujourd'hui, elle traverse la place internationale, mais elle traverse donc l'intégralité des entreprises françaises. Donc aujourd'hui, c'est une acculturation au risque qui doit arriver et le dirigeant, lui, il doit finalement grandir avec ça, s'y adapter. Aujourd'hui, les dirigeants français sont quand même conscients de plus en plus de ce qu'ils traversent et ils ont une volonté. Aujourd'hui, je ne trouverai pas un dirigeant français qui dirait « je n'ai pas envie de savoir ». Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du renseignement? Et c'est là où l'importance est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du renseignement qu'on a obtenu et quelle décision on va prendre derrière. Et ça, c'est être dans la main du dirigeant. Alors, le problème, c'est que, on ne sait pas forcément a priori, quelle est la menace, qui vous entoure. Alors vous évoquez une vingtaine de cas dans votre livre. Alors ça peut être, l'entreprise qui voit finalement, bah, que toutes ses équipes sont débauchées, par un concurrent, c'est effectivement, du vol, d'innovation, heu mais je veux dire, vous pouvez pas prévenir tous les risques. Donc est-ce qu'il y a une méthode qui vous permet de mettre en place finalement tout un tas
de signaux d'alerte, Mmh. quel que soit le sujet, en fait. Mais effectivement, c'est-à-dire de se dire que quand on va prendre une décision qui est stratégique pour l'entreprise, Ouais. eh bien, il faut se renseigner. C'est ça la clé. Alors Et comment on se fait? Ça renseigner, consiste on commence par quoi? on commence par exemple, je vous raconte une histoire. Je vous raconte l'histoire d'un dirigeant qui décide de s'étendre sur le territoire et pour ça, il va faire appel à un nouvel associé pour le nommer directeur en région. Et ce dernier, il va avoir les clés de la boutique, la réputation de la boutique et un peu aussi les clés des finances. Et avant de signer, il a un bon réflexe, le dirigeant. Il se dit, je vais me renseigner sur l'individu avec qui je vais me marier finalement. Bah oui. Hein, la mariée est bien habillée, il a envie d'y aller, le profil est sympa, ils s'entendent bien, tout est au vert. Mais en dernière étape, il fait appel au cabinet pour venir vérifier. Finalement, on va venir lever le capot Ouais. de la voiture et voir vraiment comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, on mène des investigations et on se rend compte que l'individu avait bien présenté son profil, mais derrière, il y avait de l'usurpation d'identité, il y avait des sanctions, des condamnations. Et finalement, l'intérêt qu'avait ce dirigeant de vouloir s'associer avec mon client, ben, il n'avait pas révélé ses réelles intentions. Et se renseigner, c'est finalement lire le dessous des cartes, comprendre ce qu'on ne voit pas en première intention. Et je rejoins ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de ne pas faire forcément confiance à ce qui paraît extrêmement beau et attrayant. Ouais, alors vous dites aussi, après il y a des choses qui sont plus, j'ai envie de dire, presque plus basiques. C'est-à-dire par exemple, quand vous arrivez sur un marché, quand vous voulez vous lancer sur un marché, la première chose, c'est quand même de connaître vos concurrents, de vous renseigner sur vos concurrents. Ça, c'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire. Oui, mais ça, c'est sur le papier. Ouais, J'ai envie de dire, les entreprises aujourd'hui, je prends l'exemple des startups françaises qui ont qu'une envie, elles, c'est de pénétrer les marchés, de conquérir le monde. Elles y vont le couteau entre les dents, elles ont de l'innovation, elles ont énormément de savoir-faire, elles développent beaucoup. Et puis après, arriver sur le marché qu'on veut conquérir, ben, on se dit oui, on va se renseigner, mais en surface. Et c'est là où l'erreur arrive, c'est qu'il faut aller en profondeur. C'est un réel savoir-faire, hein, le renseignement. Aller en profondeur, se renseigner sur ce qui se joue vraiment sur le territoire. Finalement, c'est un pays différent, donc les savoir-être, la culture, les pratiques d'affaires, qui sont vraiment les acteurs décisionnaires. Et puis derrière, dans tout ça, quand on va au combat pour aller pénétrer un nouveau marché, on protège ce qui a de la valeur. On protège son savoir-faire. Aujourd'hui, les entreprises françaises, elles doivent absolument protéger leur actif stratégique. L'actif stratégique, ce sont des savoir-faire, des brevets. mais toutes ces données, toutes ces informations, c'est des informations qui sont disponibles. C'est veut dire tout est légal. Vous les trouvez où? C'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher ces informations? Alors bien sûr, tout est légal et il faut respecter, quand on est dans un cadre de renseignement d'affaires, on doit Ouais. respecter le cadre des affaires, donc le droit des affaires. Donc il y a un cadre juridique à respecter, ne serait-ce que pour la réputation des acteurs qui vont chercher le renseignement, mais et surtout pour préserver les intérêts du client. Donc là, il y a un cadre légal et aujourd'hui, vous savez que 80% de l'information est accessible en source ouverte. On a de la chance d'être dans un monde où l'information, elle est partout, elle est accessible, elle est numérique. Aujourd'hui, les gens communiquent sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ne font pas. Eh bien, tout ça est accessible. Encore faut-il savoir où aller le chercher et encore mieux, l'interpréter. Et donc ça, c'est le métier de qui? Est-ce qu'il faut dans l'entreprise créer une cellule d'investigation, qui est quoi? Qui est un métier hybride en fait entre le chercheur, le journaliste, le détective privé. Alors, les savoir-faire du renseignement sont très spécifiques. Alors aujourd'hui, une entreprise stratégique qui a les moyens de déployer une cellule de renseignement économique en interne, je lui recommande de le faire. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce qui fait le pouls économique de notre pays, c'est souvent des PME et des ETI qui n'ont pas les moyens financiers ni humains d'avoir une Est-ce que les task grandes force. entreprises sont plutôt armées? Les grandes entreprises le sont plutôt parce qu'elles ont ce qu'on appelle une direction de la sécurité, une direction de la sûreté, dans lequel elles vont venir implémenter toutes ces missions de renseignement, d'investigation, où les conseils vont venir faire de la due diligence, de la compliance, selon les enjeux. Mais tout le reste des entreprises françaises, les PME, les ETI, elles n'ont ni les moyens financiers, ni les moyens humains d'avoir ce genre de task force en interne. Et donc, c'est à ce moment-là où il faut faire appel à la mission, à des cabinets spécialisés qui vont venir faire des levées de doute pour elles et gagner du temps. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que la menace, elle est multidimensionnelle en fait. Elle est multifactorielle. Ça peut être un concurrent, ça peut être même un salarié de l'entreprise, ça peut être un État étranger, ça peut être
un cybercriminel. Et tout ça masqué par une IA. Évidemment, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que les nouvelles menaces économiques ne sont pas celles qu'on a pu définir il y a 30 ans à travers le rapport Martre. C'est celles qu'on définit aujourd'hui dans le monde actuel dans lequel on grandit, dans lequel on vit et on évolue. C'est des menaces qui sont hybrides, insaisissables et complexes. Et donc, aujourd'hui, elles n'ont parfois pas de visage. Il est difficile de trouver les tenants et aboutissants de certaines menaces. Et aujourd'hui, il faut quand même s'en protéger. Ça coûte cher. Ça coûte beaucoup moins cher Oui, c'est ça. que de venir réparer. Je vous donne un chiffre. Ouais. Aujourd'hui, une cyberattaque pour une PME, ça coûte environ un demi-million. Pour une ETI, c'est 13 millions. Vous imaginez ce coût sur ce type d'entreprise, évidemment. Et un autre chiffre important et marquant, il se passe une cyberattaque toutes les 39 secondes dans le monde. Et est-ce que, pour en revenir à notre question sur la confiance, est-ce qu'on n'entre pas dans une ère de méfiance généralisée, quoi? Et est-ce que tout le monde ne se méfie pas de tout le monde? Quand on dit et qu'on déclare officiellement que nous traversons une guerre économique, dans le mot guerre, il y a le mot allié et il y a le mot ennemi. Il y a aussi le mot arme. Le renseignement économique est une arme. Et vous savez l'adage qu'on dit dans les services de renseignement, seuls les paranos survivent. Ce qui me frappe dans vos deux livres, en fait, c'est que malgré cette débauche de technologie, malgré cette débauche de process, etc., en fait, toute la réussite de l'entreprise repose sur l'humain. C'est-à-dire la protection de l'entreprise. En fait, le maillon à la fois le plus fort et le plus faible de la protection de l'entreprise, c'est finalement le salarié. Et le maillon le plus fort ou le plus faible de l'entreprise, c'est le capital humain de l'entreprise. Et effectivement, l'humain est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Mais quand il est formé, quand il est onboardé, comme l'a dit tout à l'heure Lucie, correctement, eh bien, à ce moment-là, s'il est sensibilisé aux enjeux qui pèsent sur l'organisation et qui peuvent peser sur lui, à ce moment-là, c'est un allié, c'est un atout de force. Et c'est lui qui va faire la différence. Parce que entre un ordinateur et une chaise, il y a toujours un humain. L'aventure que vous vivez dans l'entreprise, elle est aussi exaltante que la vie militaire? Tout à fait, parce que c'est une aventure entrepreneuriale, c'est incroyable et je n'oublierai jamais que les entreprises françaises sont des actifs stratégiques pour la France et quand les enjeux de souveraineté sont d'actualité, il est important de remettre au centre du village que quand même les entreprises créent de la valeur, créent de l'emploi et font rayonner notre pays. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle vos deux livres, Bureautopia, le guide du voyage du monde de l'entreprise, par Lucie Carbone. C'est chez Duno, Mayline Camus, Dans l'ombre de la décision, le renseignement d'affaires comme arme stratégique. C'est aux éditions Erol.